Pharma était un pharmacien solitaire, mort de surmenage et renaissant dans un autre monde. Cependant, lorsqu'il découvre qu'il a le pouvoir de créer tout ce qu'il veut, il commence à créer des médicaments spéciaux pour guérir ses patients, mais maintenant, ils le veulent tous. L'histoire commence avec Pharma travaillant 11 heures d'affilée pour expérimenter un nouveau médicament pour traiter le cancer incurable qui a mis fin prématurément à la vie de sa petite sœur. À minuit, il s'allonge sur le canapé de son bureau pour une sieste de 40 minutes pour se réveiller quelques instants plus tard dans une pièce étrange avec une femme de chambre rondelette nommée Latte à proximité, lui disant qu'il a été frappé par la foudre la veille. Alors qu'il essaie de répondre, Farmer remarque que sa voix est plus fine, alors il regarde par la fenêtre pour découvrir qu'il est maintenant d'une certaine manière. Voyant cela, il panique une seconde et retourne calmement dans son lit, où Lada, convaincu d'avoir perdu la mémoire, lui pointe un petit miroir pour voir son reflet. Lorsque Pharma voit à quel point il a l'air jeune, il se rend compte qu'il est en fait mort à cause du surmenage et qu'il est né de nouveau dans un autre monde en tant que bébé Hippo. Après avoir traité cela, Pharma apprend également de Lottie qu'il porte désormais la marque sacrée du dieu de la médecine, Panactios, sur ses deux bras. Cependant, comme il ne croit pas au folklore, Pharma l'ignore et demande à Lot de lui faire visiter le manoir. Au cours de la tournée, Lotta rappelle à Pharma qu'il est un noble issu d'une famille de formation royale qui pratique les arts divins et l'avertit que s'il ne peut plus utiliser ses pouvoirs, il sera renié. À cela, Farmer retourne dans sa chambre, inquiet de ce dont Lotto l'avait prévenu plus tôt, et décide d'essayer d'utiliser les arts divins. Pour ce faire, il rappelle la structure moléculaire de l'eau et libère accidentellement un énorme jet d'eau dans le jardin, confirmant ainsi qu'il peut toujours l'utiliser. Amusé, il devient curieux et crée d'autres substances fascinantes, rien qu'en visualisant leur structure chimique. Suite à cela, il continue d'expérimenter ses nouveaux pouvoirs jusqu'à ce qu'il découvre que sa main gauche peut créer des substances, tandis que sa main droite peut éliminer toute substance qu'il crée. Le lendemain, Pharma rencontre son tuteur, un magnifique MILF nommé Allen, qui remarque immédiatement son comportement étrange et décide de prendre les choses en douceur pour la journée, compte tenu de ce qui lui est arrivé. Pour la première leçon, elle l'emmène dans une rivière voisine, lui montre comment créer une lance à eau magique et l'exhorte à faire de même. Lorsque Pharma crée facilement une lance à eau beaucoup plus grosse que la sienne, Hélène est tellement choquée qu'elle sort un appareil pour mesurer son pouvoir divin. Quelques secondes après avoir infusé sa magie, l'appareil se brise, laissant Hélène encore plus convaincue que quelque chose ne va vraiment pas avec l'industrie pharmaceutique. Après une mini-panique, elle le regarde comme si c'était un monstre car personne n'a jamais dépassé le compteur divin auparavant. Puis elle remarque les marques lumineuses sur ses bras, les observe et l'avertit de ne jamais mesurer sa puissance devant qui que ce soit. Après la leçon, Pharma et Hélène se détendent sur un banc à l'extérieur du manoir. Mais pendant qu'il parle, Pharma fabrique une petite bague avec ses doigts et la regarde avec son œil gauche. À ce moment-là, il voit un scan holographique d'un corps de lentilles et remarque une petite lueur bleue dans ses doigts. Curieux, il touche le doigt nonchalamment. Mais quand Hélène recule de douleur, il s'excuse, utilise à nouveau la technique de l'anneau et se rend compte qu'il vient de découvrir une autre capacité qui lui permet de scanner et de diagnostiquer des problèmes médicaux en quelques secondes. Confus, il interroge Hélène sur cette étrange capacité, mais elle le reconnaît immédiatement comme l'œil divin de Panathéos et devient visiblement paniquée par le pouvoir irréel de Pharma. Elle se lève et recule de quelques pas, visiblement effrayée par le garçon qu'elle voit désormais comme Panathéos incarné. Cependant, au moment où elle s'aperçoit qu'il n'a plus d'ombre, elle panique et s'enfuit en criant. Le lendemain, son père Bruno reçoit un message urgent d'Hélène lui annonçant qu'elle ne peut plus donner de cours en pharmacie car elle a une forte fièvre. Curieux, il appelle Pharma dans ses quartiers et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. Mais pour éviter d'exposer ses pouvoirs à son père, Pharma garde ses réponses aussi courtes et vagues que possible. Ceci étant réglé, Bruno lui donne une potion et une lettre à remettre à la maison d'Allen plus tard dans la journée. Cependant, au moment où Pharma quitte le bureau, il analyse le contenu de la potion et découvre qu'il ne s'agit que de Red Bull médicinal. Alors, avant de partir chez elle, il écrit un dosage d'un bon médicament contre la fièvre et synthétise le médicament en poudre. Quelques instants plus tard, lorsqu'il arrive chez Allen, Allen s'approche de lui habillé comme un gladiateur du Far West. Confuse, Pharma l'appelle pour savoir si c'est bien elle. Mais Hélène, qui a tout aussi peur, se cache derrière sa porte et demande à Pharma s'il est là pour l'éliminer parce qu'elle connaît un secret. Pour désamorcer la situation, Pharma tend la main pour montrer à Hélène qu'il ne cache aucune arme. Et Hélène, le croyant, se calme finalement et entre dans la pièce. Après les subtilités, Hélène demande à Pharma pourquoi il est là et Pharma dit qu'il lui livre les médicaments de son père et une pommade qu'il a préparée pour soigner son doigt coincé.
En entendant cela, Hélène panique immédiatement, effrayée que Pharma essaie de l'empoisonner. Mais Pharma utilise le fameux Talk no Jutsu pour la calmer et la convaincre de continuer à lui donner des cours particuliers. Une fois qu'elle s'est enfin calmée, il lui offre un bouquet de ses fleurs préférées pour la remercier de tout ce qu'elle a fait pour lui jusqu'à présent. Puis il s'excuse d'avoir perturbé sa paix et laisse sa coquille choquée. Plus tard dans la soirée, la pauvre Hélène passe du temps dans son bureau, complètement inquiète à l'idée de prendre la substance blanche et poudreuse que Pharma lui a fabriquée. Au début, elle envisage de tout jeter, mais quand elle se souvient que Panathios, la divinité gardienne de Pharma, est un dieu bienveillant, elle s'en rend compte et prend le médicament. Le lendemain matin, elle visite le manoir familial, toujours habillée en gladiateur, et rencontre Pharma en se promenant dans le jardin. Après les subtilités, elle lui assure qu'elle continuera à lui apprendre. Mais pour garder ses pouvoirs secrets, elle l'emmène sur une île inhabitée et passe toute la journée à l'entraîner à la magie de l'eau au bord de la plage. Le lendemain, Pharma se détend dans l'escalier du manoir en utilisant son œil divin pour scruter tous les serviteurs qui passent. En quelques minutes seulement, il identifie divers problèmes médicaux affectant tous les domestiques travaillant dans le manoir, y compris Lottie, dont les mains sont criblées d'eczéma, et consigne ses découvertes dans son petit journal sur ses genoux. Après cela, il réfléchit à son existence dans le nouveau monde et pense que si son secret était révélé, il serait poursuivi. Puisque le meilleur moyen d'éviter cela est de toujours rester dans les bonnes grâces des gens, Pharma visite ensuite le laboratoire pharmaceutique du manoir et utilise les connaissances médicales qu'il a acquises dans sa vie passée en tant que pharmacologue pour créer une crème héparinoïde hydratante pour Lottie. Après le lui avoir donné, il synthétise davantage de médicaments pour soigner les autres domestiques de la maison et est un peu surpris de voir à quel point ils ont tous l'air joyeux. Après avoir distribué les médicaments, il demande à Lot pourquoi ils étaient comme ça et elle lui répond que c'est parce qu'en tant que serviteur, ils n'ont jamais reçu de médicaments de leur maître auparavant. À ce propos, Pharma est confuse et demande pourquoi il en est ainsi. Mais elle lui dit que c'est parce que Bruno, un déchet égoïste, se soucie plus d'examiner et de traiter les nobles de haute classe que de créer et de vendre des médicaments abordables pour les roturiers moyens comme eux. En entendant cela, Pharma se sent triste, réalisant que le cliché de la société de classe qu'il avait l'habitude de voir dans l'animé Isekai dans sa vie passée est maintenant ce qui sévit dans ce monde. Cependant, alors qu'il réfléchit au taux de mortalité élevé que cela aurait pu causer et à la manière d'y remédier, Lottie, qui marche à ses côtés, lui dit qu'il ne l'a jamais examiné auparavant pour savoir exactement ce qui n'allait pas avec ses mains. Troublé, Pharma ment pour garder ses pouvoirs secrets et promet de rendre désormais les médicaments disponibles à ceux qui en ont besoin. Touché par son engagement, Lot rappelle toutes les choses merveilleuses qu'il a faites pour eux en tant que roturier en si peu de temps et promet qu'avec le temps, il deviendra une grande formation. Le lendemain matin, Pharma apprend par Bruno que sa petite sœur a la varicelle et est choqué qu'une maladie aussi dangereuse existe aussi dans ce monde. Après avoir averti leur mère de rester à l'écart de la petite fille pour réduire le risque de propagation de l'infection, Bruno exhorte Pharma à la surveiller car il a déjà eu la varicelle mais lui prévient d'être très prudent en la manipulant pour ne pas être réinfecté. En entendant cela, Pharma est choqué de réaliser que son père a compris qu'il pouvait toujours attraper la varicelle, même si cela n'a pas encore été documenté dans cette chronologie. Après le départ de Bruno, Pharma retourne au laboratoire et synthétise un remède contre la varicelle, puis se faufile dans la chambre de sa mignonne petite sœur, Blanche. Là, il a diagnostiqué sa maladie avec son œil divin, ignorant ces mignons petits signes d'avertissement pour partir avant que leur père ne le découvre et lui fasse promettre de ne dire à personne qu'il était là. Après cela, il sort le médicament qu'il a synthétisé plus tôt, le met dans des macarons et le lui donne. Après avoir mangé les macarons infusés de médicaments, Blanche dit à Pharm que Bruno lui a dit un jour que sa maladie n'avait pas de remède, mais Pharm dit qu'il vient de lire le remède dans un livre à la bibliothèque et l'exhorte encore une fois à garder ce petit secret. Ensuite, la main de Blanche démange, mais Pharm lui dit de ne pas gratter la démangeaison pour ne pas exposer le virus dans les plaies. Confuse, Blanche lui demande ce que sont les virus puisqu'elle n'en a jamais entendu parler auparavant, mais Pharma lui donne plus de macarons et lui lit un livre à la place. Quelques instants plus tard, Bruno vérifie Blanche et se rend compte qu'elle est déjà rétablie. Curieux, il lui demande d'expliquer ce qui s'est passé, mais elle reste silencieuse pour garder Pharm secret. Plus tard, Pharma retourne dans son laboratoire, réfléchit à tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et craint de se mettre en danger s'il continue à utiliser ses pouvoirs avec négligence. Alors, pour s'assurer de ne pas se surmener à nouveau, il fabrique un microscope miniature capable de zoomer pour voir les bactéries et promet de le montrer à Blanche bientôt pour être convoqué au bureau de Bruno quelques instants plus tard. Là, Bruno lui dit de se préparer à une visite d'urgence à domicile pour leur impératrice, l'impératrice Elisabeth. Mais alors que Pharm s'apprête à le faire, il remarque que son père tousse violemment et décide de l'examiner avec son œil divin.
Malheureusement, avant de pouvoir obtenir un diagnostic, Bruno le remarque en train de faire l'étrange truc de la bague au doigt et demande une explication. Pour éviter de s'exposer, Pharma change de sujet en l'interrogeant sur la nature du mal de la reine. Comme de telles informations sont hautement confidentielles, Bruno lui dit qu'il ne peut pas risquer de les divulguer là-bas et l'incite à se préparer à partir. Plus tard dans la nuit, Bruno et Pharma arrivent au palais d'Elisabeth. Cependant, avant d'entrer dans sa chambre, Bruno rencontre le médecin-chef du tribunal, Claude, et s'enquiert de son état. En réponse, Claude explique que ses poumons se sont considérablement affaiblis, sans savoir que Pharma surprend la conversation. Lorsqu'ils entrent dans la chambre d'Elisabeth, Pharma voit la femme malade d'âge moyen allongée, impuissante, dans son lit et devient impatiente de diagnostiquer sa maladie. Pour l'instant, il se comporte bien et aide son père avec du matériel médical, pendant que son père procède à un examen médical. Une fois qu'il a terminé, Bruno rencontre Claude et un autre fonctionnaire, présente ses résultats aux deux et leur conseille de mettre Elisabeth hors de sa misère. Pharma entend cela, mais il reste calme, suit son père hors de la pièce et l'aide à synthétiser une potion anesthésiante. Peu de temps après, Bruno revient vers Elisabeth avec la potion, lui attache un masque à gaz sur le visage et la pousse à inhaler les vapeurs anesthésiques. Pendant ce temps, Pharma surprend Claude et l'autre responsable se chuchotant pour préparer l'euthanasie et les funérailles d'Elisabeth le lendemain. Refusant que cela se produise, Pharma active son œil divin et examine ses poumons pendant plusieurs secondes jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle souffre d'un cancer du poumon, d'une pneumonie, de la tuberculose et de nombreuses autres affections pulmonaires, ce qui confirme qu'elle souffre de ce qu'on appelle généralement la maladie de la mort blanche. Ensuite, il prépare une prescription de 4 médicaments pour combattre la maladie dans sa tête. Mais alors qu'il est sur le point de le dire à Elisabeth, son petit-fils, le prince Louis, se précipite soudainement dans sa chambre, s'agenouille près de son lit, les larmes aux yeux, et se met à pleurer car il craint de perdre sa mère. En voyant la douleur et la souffrance qu'Elisabeth et son fils venaient d'endurer, Pharma prend d'une profonde inspiration, se dirige hardiment vers son lit de malade et lui demande la permission de traiter sa maladie en utilisant son nouveau médicament. La pièce entière est sous le choc, mais avant que Bruno puisse l'éloigner, Elisabeth le remarque et lui demande s'il est certain de pouvoir soigner sa maladie. Lorsque Pharma lui assure qu'il est sûr de le faire, la pauvre femme lui jette un dernier regard et finit par le lui permettre. Immédiatement après son coup audacieux, Pharma retourne dans son laboratoire pharmaceutique du manoir, barricade la porte avec de la magie de la glace et commence à dessiner des structures et des composés à synthétiser plus tard. Malheureusement, alors qu'il commence à synthétiser le premier médicament, Bruno, qui frappe à la porte depuis, finit par le franchir, distrayant Pharma et exigeant de savoir ce qu'il fait. Sans hésitation, Pharma lui dit qu'il essaie de guérir Elisabeth, mais Bruno lui dit que sa maladie est incurable et se déchaîne sur le fait de traiter un patient mourant avec amour et respect. Après avoir écouté son discours, Pharma lui dit que son médicament fonctionnera et continue de synthétiser le premier médicament pour Elisabeth. Refusant d'être ignoré, Bruno tend sa baguette vers l'avant, attaque Pharma avec la magie de la glace et menace d'infliger davantage de dégâts si Pharma ne lui dit pas le composé exact qu'il essaye de synthétiser. Pour désamorcer la situation, Pharma exhorte son père à poser sa baguette pour ne pas détruire le laboratoire. Mais lorsque Bruno l'attaque néanmoins, il installe une barrière de glace et bloque toute l'attaque. Voyant cela, Bruno s'exclame sous le choc, surtout après avoir vu Pharma lancer un sort d'un si haut niveau, sans baguette ni incantation. Cependant, bien qu'il ait peur de qui que ce soit que son fils soit devenu, Bruno demande hardiment à Pharma de s'identifier. Lorsque Pharma refuse de parler, Bruno prend le journal, le vérifie et exhorte Pharma à expliquer tout le jargon qu'il y a écrit. Lorsque Pharma lui dit que c'est un tout nouveau médicament dont il avait rêvé le jour où il a été frappé par la foudre, Bruno se calme, remarque la lueur de la marque sacrée de Panathéos à travers sa chemise et conclut que le dieu de la médecine a accordé une bénédiction à son fils. N'ayant pas de temps à perdre, Pharma supplie son père de le laisser finir le médicament dont Elisabeth a besoin avant qu'il ne soit trop tard et Bruno, en homme discipliné, le lui permet. Au moment où Farmer retourne au travail, Bruno se souvient à quel point son fils était stupide, alors il demande une fois de plus à Farmer s'il est vraiment son fils. Après avoir assuré à Bruno qu'il l'était, Farmer synthétise le reste du médicament et s'approche du lit d'Elisabeth, tenant un plateau et portant un masque nasal. Après avoir obtenu sa permission d'agir librement, il sort une lame de son échantillon d'expectoration, l'attache au microscope miniature qu'il a fabriqué plus tôt et lui apprend à voir dans la lentille. Lorsqu'Elisabeth fait cela, elle repère toutes les bactéries vivant dans l'échantillon et s'exclame sous le choc, affirmant que beaucoup d'entre elles ressemblent et se déplacent comme des créatures. Après cela, elle exhorte Claude à regarder à l'intérieur du microscope. Mais quand il le fait, il s'exclame sous le choc et le transmet aux autres nobles têtes d'air présentes dans la pièce, provoquant un brouhaha. Peu de temps après,
Elisabeth exhorte Pharma à expliquer ce qu'elle vient de voir et il décrit ensuite les micro-organismes et les maladies qu'il provoque, ajoutant que son traitement mettra environ 6 mois pour fonctionner correctement. En entendant tout cela, Elisabeth lui permet d'administrer ses médicaments. Alors Pharma mélange les liquides et les solides dans 2 tasses, boit d'abord le contenu d'une tasse pour prouver qu'il ne l'empoisonne pas et la regarde faire de même. Ensuite, il dit à Elisabeth qu'il viendra tous les jours pour lui administrer son médicament, puis fait face à la foule dans sa chambre et promet à tout le monde que la mort blanche ne sera plus incurable une fois que son médicament agira. Plus tard dans la nuit, sur le chemin du retour, Bruno regarde Pharma à plusieurs reprises, se rappelant chaque fois qu'il n'a pas réussi à être un bon père pour lui et conclut finalement que la Pharma devant lui n'est pas son fils. À l'aube, ils arrivent à leur manoir. Mais avant d'entrer, Pharma engage la conversation avec son père et lui donne une plus petite dose du médicament d'Elisabeth pour soigner sa violente toux. À cela, Bruno se rend compte que Pharma a vraiment été béni par Panathios, alors il récupère les médicaments et fait l'éloge de Pharma tout en se condamnant. Cependant, plutôt que de s'attribuer toute la gloire, Pharma attribue le mérite à son père de lui avoir appris à gérer un patient. Puis, il tend une poignée de main de partenariat à son père, et Bruno l'accepte. 3 mois plus tard, Pharma et Bruno se réunissent dans le bureau pour échanger connaissances et informations comme ils le font depuis la visite à domicile d'Elisabeth. Après avoir passé au crible quelques documents, Bruno dit à Pharma qu'un contingent de la faculté de médecine est sorti, exigeant que Pharma prépare la recette de cet étrange nouveau médicament qu'il donne à Elisabeth, mais lui demande ensuite de ne pas s'inquiéter car il les a déjà renvoyés pour garder sa recette secrète. En entendant cela, Pharma assure à son père qu'il envisage de diffuser la recette au grand public une fois qu'il aura trouvé une recette simple que tout le monde peut suivre. Et cela laisse Bruno immensément impressionné par sa gentillesse. Une fois cela réglé, il dit à Pharma qu'il y aura des salopards coincés et arriérés qui qualifieront son innovation d'hérésie et tenteront de se débarrasser de lui, puis l'avertit de rester vigilant pour éviter d'être pris au dépourvu. Cela étant dit, ils continuent de discuter d'autres sujets jusqu'à ce que Pharma se souvienne qu'il est temps d'administrer la dose quotidienne d'Elisabeth et parte pour le palais. Ensuite, Bruno consulte d'autres recherches impressionnantes de Pharma, les qualifiant de pharmacie hérétique, et se souvient soudain d'avoir rencontré un homme hagard, enchaîné il y a quelque temps, et de l'avoir écouté parler d'une vérité cachée dans leur monde. Quelques instants plus tard, lorsque Pharma arrive au palais, l'un des plus hauts serviteurs de la maison, Noah, le prend à part pour une brève discussion. Là, il dit à Pharma qu'Elisabeth envisage de récompenser ses grands services rendus à la nation une fois qu'elle sera guérie, puis lui demande de nommer son désir, espérant secrètement que ce sera la gloire, l'argent et tous les méchants les plus épais de la nation. Cependant, lorsque l'industrie pharmaceutique lui dit qu'il souhaite ouvrir une pharmacie dans la capitale pour proposer des médicaments à un prix abordable pour tout le monde, noble et roturier, Noah le regarde comme s'il venait de perdre quelques cellules cérébrales et le laisse partir. Peu de temps après, Pharma rend visite à Elisabeth dans ses appartements privés, lui administre sa dose quotidienne et discute avec elle des risques des essais cliniques. Suite à cela, Elisabeth s'inquiète un peu de ne pas être digne du trône, surtout après avoir été atteinte d'une telle maladie. Mais Pharma lui assure que son fils, Louis, ainsi que plusieurs milliers de roturiers, l'aiment et la respectent toujours. Amusée par ses paroles douces, Elisabeth laisse échapper un bon rire et lui souhaite bonne chance alors qu'il prend congé. Quelques mois plus tard, Elisabeth guérit enfin de son mal et invite Bruno et Pharma à un grand bal pour célébrer le succès de leurs médicaments. Après les courtoisies nécessaires, elle accorde à Bruno la propriété du terrain de Marseille en tant que gouverneur et promeut Pharma du statut d'apprenti ordinaire à celui de pharmacien royal officiel. Au début, la dernière cellule cérébrale de Pharma est à la traîne car il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Mais après s'être fait gronder par son père, il reprend ses esprits, prête serment à Elisabeth et reçoit son nouveau badge. Peu de temps après, Elisabeth lui accorde également une autorisation spéciale pour ouvrir une pharmacie dans la capitale, grâce à Noah qui l'a dénoncé, et l'exhorte à continuer à se consacrer à elle et au reste de l'Empire, ce que Pharma accepte sans réserve. Une fois la cérémonie terminée, Pharma retourne au manoir de son père pour découvrir qu'Elisabeth avait déjà réuni une équipe d'ingénieurs de premier ordre pour commencer à construire sa pharmacie le plus rapidement possible. Au départ, Pharma craint de précipiter les plans et de tout gâcher, mais heureusement, Alain arrive à la dernière minute et le presse, ainsi que les ingénieurs et le lobby, d'ignorer les détails inutiles et de se concentrer sur les plans de la pharmacie. Quelques jours plus tard, les travaux commencent et les ingénieurs s'en donnent à cœur joie pour transformer ces plans en une belle pharmacie. Lors d'une de ces journées d'inspection, un ingénieur s'est approché et lui a demandé comment il voulait nommer la pharmacie une fois qu'elle serait terminée. Après y avoir réfléchi un peu, Pharma laisse accidentellement échapper le mot Parallel World Pharmacy et les ingénieurs décident immédiatement de nommer ainsi la pharmacie. Quelques semaines plus tard, ils ont terminé le bâtiment, placé la nouvelle enseigne sur la devanture du magasin et Pharma a désespérément essayé d'expliquer son choix à Allen, qui l'a simplement exhorté à se détendre.
Pendant que les ouvriers apportent la touche finale au bâtiment, un gros salaud qui dirige la seule guilde de pharmaciens roturiers du royaume, Varon, apparaît soudainement en parlant de l'endroit et en exigeant de voir le propriétaire. Lorsque Pharma lui dit qu'il en est le propriétaire, Varon regarde la devanture et commence à faire des remarques sarcastiques sur la structure. Imperturbable, Pharma renvoie le sarcasme, choquant Varon, puis il lui demande s'il doit rejoindre leur guilde pour opérer. Puisque Pharma est fondamentalement un aristocrate, Varon lui dit qu'il n'est pas obligé de le rejoindre, alors Pharma décide de ne pas le faire. Une fois cela réglé, Varon le condamne ensuite pour les prix élevés qu'il imposera à ses médicaments, une fois officiellement ouverts. Mais lorsque l'industrie pharmaceutique lui assure qu'elle va rendre les médicaments abordables pour le commun des mortels, Varon recule sous le choc et s'effondre. Heureusement, avant qu'il ne fasse de mal au pauvre garçon, Hélène intervient équipée de ses mamans treilleuses alors qu'elle défie les lois de la physique tremblante et menace d'écraser son schlang de 4 pouces s'il ose jamais menacer Pharma. Effrayé pour sa vie, le lâche et sans âme s'excuse pour ses actes antérieurs et s'enfuit comme l'idiot qu'il est. Après leur altercation, Pharma, Hélène et Lot passent toutes les heures suivantes dans leur nouveau bureau à vérifier et confirmer leur nouveau stock, leurs ventes et leurs interactions avec les clients. Une fois qu'ils ont terminé, Pharma, qui est trop scientifique, s'inquiète un peu de savoir qui embaucher pour gérer sa comptabilité. À ce moment-là, Lot propose de le faire pour lui, affirmant qu'elle connaît les mathématiques. Cependant, comme Pharma ne peut pas laisser quelqu'un d'aussi petit qu'elle gérer ses chiffres, il l'engage à la place pour assumer des tâches plus petites. Elle arrêtera donc de le supplier pour un emploi, puis continuera à réfléchir à qui embaucher pour gérer parfaitement leur compte. Plus tard dans la soirée, il retourne au manoir de son père et retrouve plusieurs domestiques rassemblés autour de Cédric, un comptable prolifique, et les larmes aux yeux parce qu'il prend sa retraite. Dans un premier temps, Pharma est surprise par cette décision soudaine. Mais après avoir appris par Cédric qu'il prend sa retraite à cause d'une blessure au genou, il lui propose de soigner son genou dans sa pharmacie s'il accepte de travailler comme comptable par la suite et se précipite au bureau de son père pour demander l'autorisation de l'embaucher. Après avoir écouté sa demande, Bruno lui accorde l'autorisation et lui remet également un grand coffre rempli de pièces d'or, l'incitant à les utiliser pour gérer sa pharmacie. Voyant cela, Pharma hésite à accepter une somme aussi importante, mais Bruno insiste pour qu'il prenne à la fois l'argent et Cédric comme soutien à sa nouvelle entreprise et lui souhaite bonne chance. Le lendemain, Pharma aligne son nouveau personnel devant sa pharmacie, prononce un long discours sur les objectifs, les aspirations et les plans à long terme de la pharmacie et déclare officiellement le bâtiment ouvert à l'exploitation. Un mois plus tard, Pharma et Hélène rencontrent des problèmes pour attirer du trafic vers leur magasin. Lors d'une de leurs réunions, Pharma fouille ses cellules cérébrales pour dépanner ce qui aurait pu arriver. Mais Hélène lui dit que c'est tout à fait naturel que les choses soient aussi difficiles au début. Quelques instants plus tard, le duo rencontre Cédric dans la salle de conférence pour discuter longuement de cette question en suspens. Pour commencer, Pharma affirme qu'il souhaite traiter davantage les gens du commun que les nobles, car beaucoup d'entre eux n'ont pas accès à des soins de santé efficaces. Mais maintenant qu'ils ne parviennent même plus à convaincre les gens de les fréquenter, cela devient un gros problème. Heureusement pour eux, Lot, qui se trouve être la seule parmi eux à avoir un cerveau fonctionnel, fait soudainement irruption dans la pièce, tenant un tas de draps, et leur dit que pendant qu'ils étaient occupés à se morfondre, elle a mené une enquête auprès de 100 habitants et a obtenu des réponses intéressantes. En entendant cela, Pharma et les autres lui permettent d'annoncer les résultats, et ce faisant, ils découvrent que la plupart des gens du commun sont intimidés non seulement par les prix des médicaments, mais aussi par l'interaction avec des nobles comme Pharma, en particulier avec tous les gadgets fantaisistes autour du bâtiment. Après avoir entendu tout ce que Lot vient de dire, Pharma et son équipe proposent immédiatement des solutions sensées aux problèmes évoqués. Plus tard dans la journée, Jean, le premier client régulier de Pharma, entre dans le magasin, achète 3 médicaments à base de vitamine C confite pour ses marins en mer et repart après avoir avalé de l'eau. Peu de temps après, Pharma sort de la pharmacie pour faire une pause et aperçoit Jean dans un coin, discutant de quelque chose de suspect avec 2 commerçants déguisés. Alors qu'il s'apprête à enquêter sur ce qui pourrait se passer, sa mère et son père apparaissent soudainement, vêtus de déguisements bien pires que les lunettes Clark Kent de Superman. Pharma les reconnaît évidemment d'emblée, alors il abandonne son enquête, les emmène dans sa salle d'attente et les y divertit. Après les subtilités, Bruno demande à Pharma s'il pouvait leur faire visiter toute la pharmacie, et Pharma le fait avec plaisir au cours des prochaines minutes. Après la visite, ils retournent tous dans la salle d'attente où Bruno demande à Pharma s'il a réussi à attirer les roturiers dans sa pharmacie. Avec un regard attristé, Pharma dit à son père qu'ils ont du mal à faire en sorte que les roturiers se sentent les bienvenus. Mais sa mère suggère de vendre d'abord les produits cosmétiques aux aristocrates afin que leur popularité puisse ensuite attirer les roturiers une fois qu'ils se rendront compte que les prix sont abordables. En entendant cela, Pharma voit immédiatement l'ingéniosité de l'idée de sa mère. Mais le problème maintenant est qu'il n'a pas vraiment touché à la cosmétologie dans sa vie passée, il a donc des connaissances très limitées dans ce domaine. Néanmoins,
il reconnaît son idée et lui demande conseil sur les produits sur lesquels il devrait se concentrer sur la création. Sans hésiter, elle lui conseille de fabriquer des produits pour la peau, mais Bruno le prévient de ne jamais fabriquer de maquillage en poudre blanche car il a remarqué qu'elles sont non seulement toxiques, mais raccourcissent également la durée de vie des femmes qui les utilisent. Impressionné par l'intelligence de son père, Pharma révèle que le maquillage en poudre blanche contient des produits chimiques toxiques tels que la céruse et le mercure, qui peuvent être mortels lorsqu'ils sont absorbés ou ingérés. Comme si cela ne suffisait pas, Bruno ajoute également que certaines femmes ont subi une procédure dangereuse appelée saignée répétée, qui consiste à drainer l'excès de sang du corps par de petites incisions, le tout dans le seul but d'obtenir une peau pâle qui est synonyme de beauté. Au contraire, il trouve absolument irritant que les dames de leur époque risquent leur vie juste pour être belles, mais sa femme ne partage pas son avis. Alors que leur discussion se poursuit, un domestique fait soudainement irruption dans la pièce et demande l'aide de Pharma pour examiner une noble dame qui vient de s'effondrer. N'ayant pas de temps à perdre, Pharma récupère son équipement et se précipite vers la calèche où se trouve actuellement la noble dame Chloé. Là, il l'examine de son œil divin et découvre que les multiples coupures sur son bras, causées par des saignées répétées, se sont infectées et la rendent désormais malade. Suite à son diagnostic, il informe la pauvre dame de son état et l'invite à revenir avec lui à la pharmacie afin qu'il puisse l'y soigner correctement. Quelques heures plus tard, Pharma soigne Chloé et s'assoit avec elle pour discuter des raisons pour lesquelles elle subit cette procédure. Comme la plupart des femmes, la romantique désespérée admet qu'elle a fait cette procédure parce qu'elle a été rejetée par un aspirant à Andrew Tate qui prétendait aimer les femmes à la peau pâle. Se sentant désolé pour elle, Pharma lui donne des médicaments et une posologie à suivre pour les prochains jours, puis lui conseille d'arrêter de se maquiller en poudre blanche car cela pourrait raccourcir sa vie. Comme prévu, la gamine gâtée commence à pleurer et à dire à Pharma qu'elle veut juste être désirable pour son béguin perdant. Se sentant désolé pour elle, Pharma promet de lui préparer des produits cosmétiques adaptés, puis l'incite à revenir à la pharmacie la semaine suivante. Quelques jours plus tard, Pharma teste un de ses produits prototypes sur son visage, le laissant ressembler à un clown. Quand les autres voient cela, ils se moquent d'abord de lui. Mais après que Pharma leur ait expliqué le produit, ils se rendent compte à quel point la vieille poudre blanche est toxique pour la peau et lui conseillent de parler à Elisabeth pour interdire ce produit pipi fou. Quelques jours plus tard, Chloé revient chercher ses cosmétiques et Pharma lui donne un nettoyant pour le visage, une crème hydratante et enfin la crème de maquillage, pas de poudre. Chloé hésite un peu à utiliser la crème au début, mais lorsque Pharma lui explique les bienfaits pour la santé, elle change d'avis. Ensuite, Allen applique quelques paillettes sur son visage, le laissant avec une belle brillance qui l'impressionne. Après sa rencontre avec Chloé, Pharma et son équipe sont descendus dans la rue et ont offert des crèmes cosmétiques gratuites aux citoyens. Après avoir confirmé l'authenticité de l'accord, d'innombrables citoyens choisissent leurs crèmes gratuitement. En une journée, la pharmacie de Pharma se remplit à ras-bord de clients, roturiers et nobles, ce qui les rend heureux. Quelque part, Pharma entend Chloé se plaindre que la crème qu'elle a amenée à ses amis à vérifier est déjà épuisée. Alors il l'emmène dans une salle privée et lui dit que c'est parce que la demande est trop élevée pour la production. En entendant cela, Chloé lui suggère de s'associer à l'entreprise de son père pour créer une filiale indépendante de cosmétiques avec lui comme propriétaire unique. Bien que Pharma soit un peu confus au début, lorsque Cédric lui offre 2 CWAV sur le sujet, il accepte finalement son offre. Un mois plus tard, Chloé ouvre la filiale, fait visiter Pharma et lui fait embaucher un groupe de femmes hautement compétentes pour y travailler. Quelques jours plus tard, Pharma retrouve Elisabeth dans ses appartements et lui offre un brillant à lèvres médicinal qu'il vient d'inventer. Après l'avoir vu l'utiliser, Pharma la remercie d'avoir interdit la poudre blanche, puis promet de rendre publiques certaines de ses recettes afin que d'autres entreprises puissent les copier. Quelques jours après la rencontre, Pharma et Bruno se rendent à Marseille, la ville qu'Elisabeth a offerte à Bruno plus tôt pour la vérifier. À son arrivée, Bruno rencontre les responsables chargés du commerce et des affaires de l'État pour discuter de questions urgentes. Mais ce faisant, il exhorte Pharma à abandonner cette conversation ennuyeuse et à s'amuser à la plage avec sa belle-sœur pour l'avertir de ne pas entrer dans l'eau sans un adulte. En entendant cela, Pharma hurle de bonheur et court droit à la plage où il rencontre Blanche et Lo en train de faire un château de sable. Alors qu'il inspecte le château de sable qu'ils ont construit, Blanche demande soudain si elle peut barboter dans l'eau avec Lottie, mais Pharma lui dit que leur père les a prévenus de ne pas aller dans l'eau. À cela, Blanche met son joli visage de chiot, accroche son corps de 50 livres sur Pharma et aux côtés de Lana, le supplie de les laisser tous aller à l'eau. Incapable de résister à leur gentillesse, Pharma finit par changer d'avis et leur permet d'aller dans l'eau. Juste après leur départ, Hélène, qui était juste derrière eux tout le temps, appelle Pharma, enfile son maillot de bain et court vers l'océan pour s'amuser. Ensuite, Pharma aperçoit Blanche en train de s'amuser avec Lot et se souvient soudain de son dernier souvenir de sa sœur à la plage sur Terre alors qu'elle était encore en vie. À cette époque, la pauvre fille était comme Blanche et voulait jouer avec lui dans l'océan.
Mais comme elle était trop petite, il ne la laissa pas faire. À cela, l'ancienne sœur de Pharma a piqué une crise de colère et a failli s'évanouir. Alors pour l'apaiser, Pharma, toujours dans son autre moi, lui a promis de la laisser aller à l'eau l'été prochain, sans même se rendre compte qu'ils passaient déjà leur dernier été ensemble. À ce moment précis, il sort de sa mémoire un récapitulatif seulement pour entendre Lotta hurler alors qu'elle montre Blanche qui s'éloigne du rivage par un courant de retour. Sans hésiter, Pharma plonge à l'eau, nageant le plus vite possible pour sauver Blanche à temps. Bientôt, elle sombre dans l'abîme et Pharma, refusant de perdre à nouveau sa sœur, plonge sous la surface et nage aussi vite qu'il peut pour l'atteindre. Lorsque sa sœur coule encore plus vite, il panique et pousse un cri terrifiant qui active accidentellement l'attribut négatif de ses arts divins, qu'il utilise pour diviser l'océan et créer un trou massif, laissant sa sœur et Allen sur le sable sec à l'intérieur avec lui. Après l'épreuve, Allen époussette le sable de son corps et remarque Pharma brillant d'un bleu clair. Ses mains se tendent vers la mer divisée alors qu'il tient sa sœur inconsciente et tente d'enquêter sur ce qui vient de se passer. Au moment où elle réalise que Pharma a peut-être créé une autre capacité terrifiante, elle le regarde, effrayée par ce qu'il est en train de devenir. Quelques instants plus tard, Pharma ramène Hélène et Blanche à terre. Alors qu'il caresse doucement sa pauvre sœur alors qu'elle écarquille les yeux, Allen l'informe qu'il vient d'utiliser des arts d'attributs négatifs pour effacer toute l'eau de mer dans ce trou, quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant, et Pharma, remarquant l'air terrifié sur le visage de Lot, se rend compte qu'il a de nouveau des ennuis. À ce moment-là, Allen fait un 360 complet et le félicite d'avoir fait tout ce qu'il fallait pour sauver sa sœur, laissant Pharma fière et heureuse d'avoir sauvé Blanche à temps. Quelques nuits plus tard, Pharma retourne dans la capitale et réfléchit au pouvoir dangereux qu'il a découvert l'autre jour lorsque Lot s'approche soudainement de son lit pour voir comment il va. Après avoir reçu son approbation de partir, Lot reste et lui assure que malgré son hypothèse selon laquelle elle avait peur de lui, elle était impressionnée par son art. Cela dit, elle s'excuse d'avoir été inutile à l'époque où Blanche avait le plus besoin d'elle. Mais quand Pharma lui assure qu'il est content qu'elle soit restée au magasin, elle se mouille un peu en bas, lui souhaite une merveilleuse nuit et quitte la pièce en souriant. Pendant ce temps, un groupe d'inquisiteurs du temple sacré, entièrement dégoulinant de combinaisons blanches, se rassemble dans un bâtiment secret sous de fortes pluies pour discuter des informations selon lesquelles un garçon sans ombre aurait effacé l'eau de mer sans baguette plus tôt. Au début, la plupart d'entre eux ne croient pas à la nouvelle parce que cela semble impossible. Mais après avoir vu la preuve que cela s'est réellement produit, ils réalisent qu'ils ont affaire à un hérétique ici et envisagent immédiatement de contacter leur frère dans la capitale pour retrouver le garçon. Le lendemain, Pharma rouvre sa pharmacie et est inondé de dizaines de clients qui cherchent à s'en procurer un ou deux. Cependant, alors que les affaires continuent comme d'habitude, il remarque au coin de la rue deux hommes déguisés et vêtus de blanc et s'approche d'eux, leur demandant s'ils sont là pour acheter de la drogue. Cependant, plutôt que de répondre, les deux idiots se contentent de le fusiller du regard et s'en vont sans prononcer un seul mot. Ensuite, Pharma interroge Lottie et Hélène sur les deux mecs mystérieux qu'il a vus plus tôt et ils lui disent qu'ils ont également été effrayés par eux. En entendant cela, il décide d'avertir les gardes d'être aux aguets et de continuer à faire leur travail. Très tôt le lendemain matin, un mystérieux personnage conduit une voiture pleine de boue et de crasse dans la pharmacie de Pharma au moment où les gardes s'apprêtent à ouvrir pour la journée et détruit la plupart des infrastructures. Lorsque Bruno entend cela du garde de service, il s'écrase, déclare la guerre à celui qui l'a fait, puis dit aux gardes d'informer Elisabeth de l'évolution de la situation et le renvoie. Ensuite, Bruno demande à Pharma s'il a des suspects en tête, mais Pharma lui conseille de lui donner plus de temps pour recueillir des informations, puis de partir pour sa pharmacie. Arrivé sur place, il demande à Cédric une évaluation des dégâts, mais Cédric dit que même s'ils ont retiré le chariot du bâtiment, ils ont encore du mal à retirer toutes les saletés de la pharmacie. Cela dit, il purifie l'odeur nauséabonde dans l'air et continue de discuter avec Pharma lorsque Jean, ses garçons et un groupe d'autres roturiers aléatoires se présentent soudainement pour aider à accélérer le nettoyage. Quelques instants plus tard, alors que le travail continue, une noble dame se précipite soudainement dans l'enceinte, demandant à Pharma de la suivre jusqu'à sa voiture pour soigner son père, qui s'est évanoui à cause d'un coup de chaleur. Sans hésitation, Pharma laisse le ménage à ses subordonnés et monte le cheval de la dame assise derrière lui vers une colline isolée, loin de la capitale. À son arrivée, il soupçonne avoir été trompé. Mais avant qu'il puisse réagir, la jeune fille disparaît et les inquisiteurs en vêtements blancs l'entourent, exigeant de savoir s'il est le garçon qu'ils recherchent. Avant de répondre, il remarque leur robe blanche et se souvient qu'Allen lui a dit d'un jour que les personnes habillées comme eux étaient les fameux mages du bureau de l'Inquisition, une organisation qui élimine les mauvais esprits et les hérétiques à l'aide des arts divins. Alors, plutôt que de leur répondre immédiatement, il reste calme et attend leur action. Peu de temps après, au chef du groupe.
Salomon se présente et demande à Pharma s'il est vraiment le garçon sans ombre. Lorsque Pharma ne répond pas, Salomon raconte toutes les choses audacieuses qu'il a faites depuis qu'il a été frappé par la foudre et le traite ensuite d'esprit maléfique se faisant passer pour un garçon. Imperturbable, Pharma dit au groupe de gens irritants qu'il n'est pas un mauvais esprit, mais juste pour être sûr qu'il est humain, Salomon lui dit de lever les mains et de faire 10 pas en arrière. Une fois que Pharma a fait le nécessaire, ils activent immédiatement un piège magique prédéfini dans le sol et lient Pharma. Mais à leur grande surprise, Pharma détruit facilement le sceau magique en quelques secondes, les laissant choqués et effrayés par son pouvoir. Il essaie alors une fois de plus de dire aux imbéciles qu'il fait partie des gentils, mais ils l'ignorent, tournent en rond autour de lui et l'attaquent avec divers éléments. Pour leur première attaque, un sort de feu, Pharma synthétise de l'azote solide pour le bloquer. Ensuite, il élimine tout l'oxygène présent dans cet espace et éteint le feu. Refusant d'abandonner, ils poursuivent l'attaque de feu par une attaque de glace. Mais lorsque Pharma bloque, ils reculent sous le choc et combinent tout leur pouvoir en une seule attaque, puis la lancent sur lui sous la forme d'une explosion de glace pour l'achever. Une fois la poussière retombée, ils aperçoivent Pharma les regardant depuis l'intérieur de l'iceberg dans lequel ils l'ont piégé. Mais avant qu'il ne puisse en réagir, il brise l'iceberg, fait tomber Salomon de son cheval, libère l'aura bleu clair familière autour de son corps, et avec sa marque Panathéos brillant à travers sa chemise, leur donne une dernière chance de se retirer. En voyant la lueur de la marque sacrée à travers sa chemise, Salomon reconstitue le tout et conclut que Pharma est bien la réincarnation de Panathéos, tout comme Allen l'a fait plus tôt. Pharma est choqué en entendant cela, mais avant qu'il puisse expliquer qu'il est vraiment humain, Salomon et ses hommes se prosternent tous et l'adorent comme Yot. Ensuite, Salomon s'excuse au nom de tous, expose la blessure saignante qu'il a reçue en tombant de son cheval et sort son couteau pour mettre fin à ses jours en guise d'expiation pour ses péchés. Refusant que cela se produise, Pharma l'arrête, examine la fracture avec son œil divin et apprend non seulement que la fracture est ouverte, mais découvre également qu'il devra opérer l'os de la jambe pour la guérir. Cette prise de conscience lui donne immédiatement des frissons dans le dos car il n'a jamais pratiqué d'intervention chirurgicale auparavant, même dans sa vie antérieure. Cependant, étant donné la gravité de la situation, il fait pousser des billes d'acier, évoque un lit de roche de fortune et demande aux autres de placer Salomon afin qu'il puisse administrer les premiers soins à sa blessure sur place afin de prévenir l'infection. Au cours des heures suivantes, Pharma érige une tente autour du lit et laisse Salomon se reposer pendant qu'il se prépare pour l'opération. Puis, une fois les heures écoulées, il le nettoie minutieusement, lui administre des antibiotiques pour éviter toute infection et, enfin, injecte un puissant anesthésique rachidien appelé bupivacaïne directement dans sa colonne vertébrale. Ensuite, il place de la glace sur le dos de Salomon et lui demande s'il peut la sentir. Lorsque Salomon dit qu'il ne peut pas, Pharma confirme que l'anesthésie fonctionne et commence l'opération. Une heure plus tard, il sort de la tente avec confiance, assure aux autres que leur maître devrait se rétablir complètement, leur demande de garder secrète sa véritable identité et leur dit de retourner immédiatement au temple sacré pour que Salomon puisse se reposer. Quelques mois plus tard, Salomon gravit les échelons pour devenir évêque et rend visite à Pharma dans sa pharmacie en portant divers cadeaux et bonbons dont les filles bavent. Après les subtilités, Pharma interroge Salomon sur sa soudaine promotion, et Salomon dit qu'il l'a fait juste pour lui rendre service. Alors que Pharma reste silencieux, Salomon lui dit qu'en prenant son poste, il a envoyé un rapport au Grand Temple leur disant qu'il n'y a jamais eu de garçon sans ombre. Bien que ravi de la nouvelle, Pharma lui demande s'il est juste de mentir à ses supérieurs, mais Salomon répond que c'est son devoir de garder son secret caché. Cela dit, Salomon emmène Pharma avec Alan dans une pièce plus privée pour lui montrer la nouvelle baguette divine qu'il souhaite lui offrir. Sans perdre de temps, il ouvre un grand coffre au centre de la pièce et expose le fameux Panak Rhabdos, une baguette divine polyvalente qui peut s'effondrer et s'étendre librement. En vérifiant la baguette, Pharma demande si c'est acceptable pour quelqu'un comme lui de l'avoir. Cependant, plutôt que de s'expliquer, Salomon le presse de prendre la baguette et il obéit. À l'instant où sa main touche la baguette, elle émet une lumière sacrée, signalant qu'elle a reconnu Pharma comme son propriétaire et Salomon se réjouit. D'un autre côté, Allen devient fasciné par la beauté de la baguette, alors Pharma essaie de lui donner la baguette à tenir, seulement pour qu'elle glisse à travers elle et tombe au sol. Cet événement étrange les confond tous les deux, mais Salomon explique que le Panik Rhabdos permet uniquement aux divinités gardiennes, comme Pharma, de les utiliser. À ce moment-là, Pharma prend la baguette, réfléchit un peu et la transforme en baguette magique volante. Après cela, lui et Salomon se promènent dehors et s'arrêtent pour discuter de la personne derrière l'attaque précédente contre la voiture. Suite à cela, Salomon donne à Pharma un talisman pour supprimer son pouvoir divin et lui accorder une fausse sombre afin qu'il puisse marcher librement au soleil. Pharma le remercie sincèrement pour son aide, puis met fin à leur rencontre pour rejoindre Lode et Blanche pour une sortie improvisée. Pour leur premier arrêt, Pharma achète quelques fruits et continue la sortie.
Cependant, avant d'aller loin, Pharma surprend une dame se disputant avec le propriétaire d'une autre pharmacie voisine, Pierre, qui lui demande pourquoi ils ne vendent pas les médicaments de la pharmacie de Pharma. Pour sa défense, le pharmacien en chef, Pierre, dit à la dame que tout dans la pharmacie de Pharma sent le poisson. Ses prix ridiculement bas, ses médicaments inouïs et même sa soudaine ascension en réputation semblent trop beaux pour être vrais. De plus, étant donné à quel point les politiques actuelles de la guilde des pharmaciens ordinaires sont restrictives, Pierre dit à la dame qu'il ne peut pas se permettre d'aller à leur rencontre et d'accepter des fournitures médicales de la guilde des pharmaciens, de peur d'encourir leur colère. En entendant tout cela, Pharma rejoint les filles et rentre chez elle en s'enracinant dans le sujet. Quelques instants plus tard, il rencontre Hélène dans son laboratoire et discute de la création d'une nouvelle guilde de pharmaciens roturiers afin que d'autres magasins puissent les rejoindre et aider à réduire la foule dans leurs magasins. Cependant, alors qu'il s'efforce d'obtenir l'approbation d'Elisabeth, Varon et ses sbires se réunissent en secret pour se défouler et critiquer la pharmacie pharmaceutique qui a fait baisser ses ventes grâce à ses prix ridicules. Après avoir exprimé son mépris pour la pharmacie pharmaceutique, Varon interdit à chaque membre de sa guilde d'avoir tout contact avec la pharmacie. Dans le cas contraire, ils seront expulsés de la guilde, contraints de fermer leurs magasins et privés de leur licence commerciale. Cela dit, la réunion se termine et Pierre se précipite vers la meilleure pharmacie commune de la ville avec sa fille malade, Marie, sur le dos pour la faire soigner. Malheureusement, à son arrivée, il se rend compte que le propriétaire n'est pas là et sombre peu à peu dans le désespoir. Mais alors qu'il est sur le point d'abandonner, Pharma passe par là, constate la fragilité de Marie et demande à Pierre s'il peut le laisser l'aider. Pierre hésite un peu à accepter son aide au début car il sait clairement qui est Pharma. Mais après avoir revu le visage malade de sa fille, il change d'avis et suit de bonne foi Pharma jusqu'à sa pharmacie pour lui procurer le traitement dont elle a besoin. Là, Pharma conduit Pierre dans le bâtiment par l'entrée arrière et s'assure que lui et Pierre portent des masques pour empêcher l'infection de se propager. Une fois cela réglé, Pharma sort son journal et pose à Pierre quelques questions sur l'alimentation, l'âge, la taille et même le poids de sa fille, ce qui choque Pierre lui-même. Bien qu'il réponde facilement aux premières questions, lorsque la Pharma demande quel est le poids de Marie, Pierre est vraiment confus car il n'avait pas de balance compétente dans leur monde. Sachant cela, Pharma sort immédiatement d'une balance et mesure la différence entre leur poids pour obtenir une réponse précise. Pendant qu'il y est, Pierre, qui se croyait lui-même un pharmacien aguerri, se perd dans la minutie de Pharma, mais Pharma explique qu'il ne mesure son poids que pour déterminer le dosage approprié. Suite à cela, il prélève un échantillon de crachat dans la bouche de Marie et l'examine enfin de son œil divin sous les yeux de Pierre qui le remarque. Choqué, il demande à Pharma ce qu'il vient de faire, mais Pharma lui explique que c'est simplement un art divin qui l'aide à diagnostiquer rapidement des problèmes médicaux, puis ajoute que Marie souffre de la grippe, un gros rhume. En entendant cela, Pierre panique car il pensait d'abord qu'un mauvais esprit possédait Marie. Mais Pharma lui explique le virus à l'origine de la maladie et lui prescrit une poudre pour inhalation à utiliser dans les prochains jours. Suite à cela, il explique plus en détail comment le médicament va détruire les bactéries, mais s'il s'arrête rapidement pour éviter de les ennuyer et laisse Marie se reposer. Plus tard dans la nuit, Pharma raccompagne Pierre aux portes de la pharmacie et promet de répondre à une visite à domicile tard dans la nuit si Marie retombe soudainement malade. Impressionné par son souci pour ses patients, Pierre demande à Pharma combien il va lui facturer pour toute sa gentillesse. Mais lorsque Pharma lui fait payer des cacahuètes, prétendant qu'il est simplement heureux d'aider sa fille, Pierre recule sous le choc, le remercie pour son aide et rentre chez lui. Plus tard dans la nuit, Pierre se détend dans son bureau, revisitant tout ce qu'il a appris en tant que pharmacien et repensant la décision de sa vie. Pendant qu'il y est, sa femme revient de la chambre de Marie avec la bonne nouvelle que le médicament a fonctionné. Mais Pierre lui raconte avec un regard triste qu'il s'est procuré le médicament à la pharmacie de Pharma parce qu'il n'avait pas d'autre choix à ce moment-là. Maintenant qu'il a constaté par lui-même à quel point les normes de traitement sont élevées là-bas, il dit à sa femme que Pharma est un pharmacien compétent qui se soucie vraiment de ses patients, comme le devrait un pharmacien idéal. Cependant, comparé à la grande majorité des choses auxquelles le secteur pharmaceutique a probablement été exposé en tant que noble, Pierre se sent très désavantagé en tant que simple pharmacien ordinaire. Alors il se met à pleurer, souhaitant pouvoir simplement aller à la pharmacie et demander de l'aide sans craindre d'offenser la guilde. Se sentant désolé pour lui, sa femme essaie de lui remonter le moral, mais malheureusement, Pierre n'en démord pas. Quelques jours plus tard, Varenne organise une autre réunion après avoir réalisé que la pharmacie de Pharma, qu'il pensait bientôt disparaître, est devenue encore plus populaire. Pendant que les autres marchands de déchets inutiles marmonnent, Pierre reste silencieux, sachant pertinemment que ces idiots ne savent pas seulement mieux. Cependant, au milieu du brouhaha, Varon aperçoit Pierre terriblement silencieux. Alors il lui ordonne de donner ses 2 CO à ce sujet. Sur ce, Pierre se lève et demande aux imbéciles s'ils sont déjà allés à la pharmacie de Pharma.
Lorsqu'ils lui disent évidemment non, il les exhorte à vérifier pourquoi leurs clients ne reviendront jamais dans leur magasin et avoue ensuite qu'il y est allé récemment pour faire soigner Marie. Alors que le trou éclate sous le choc, Pierre leur parle de l'hospitalité que l'industrie pharmaceutique lui a montrée à l'époque, ainsi que de l'égalité de traitement qu'il accorde aux nobles et aux roturiers. Mais malgré cela, Varon s'enflamme et l'accuse d'être tombé dans la supercherie de l'industrie pharmaceutique. Suite à cela, il se lance dans une diatribe de 2 minutes sur les aristocrates trash et sur la façon dont ils traitent les roturiers comme eux. Puis, après avoir failli subir sa deuxième crise cardiaque, il se souvient du chagrin qu'il a enduré lorsqu'il a dû enterrer son fils. Juste parce qu'il ne pouvait pas se permettre, le médicament de l'aristocrate s'effondre alors qu'il s'effondre davantage et termine finalement son discours en conseillant d'éliminer la menace avant qu'elle ne les élimine. Après sa diatribe, Pierre riposte, leur conseillant d'apprendre de l'industrie pharmaceutique au lieu de simplement vendre des médicaments à moitié cuits aux patients comme des fraudeurs. Mais à ce moment-là, Varon décide qu'il en a assez, alors qu'il le renvoie instantanément. Dans les jours qui suivent, le pauvre Pierre perd tout ce qu'il possède, sa marchandise, son permis et tout ce qui fait de lui un pharmacien. Puis un jour, alors qu'il boude devant son magasin en ruine, Pharma débarque et lui demande ce qui ne va pas. N'ayant plus rien à son actif, Pierre raconte tout à Pharma et ajoute qu'il va quitter la ville pour des pâturages plus verts. Se sentant désolé pour lui, Pharma lui parle du nouveau bâtiment des Guildies avec la permission d'Elisabeth et exhorte Pierre à les rejoindre. Après avoir confirmé qu'il dit la vérité, Pierre rejoint sans sourciller. En quelques mois seulement, il rénove son magasin pour en faire un bien meilleur et a froid aux yeux le jour de l'ouverture, craignant de ne plus avoir de clients. Après avoir reçu les encouragements de ses 2 plus grands fans, son épouse et sa fille, Pierre ouvre les portes de sa nouvelle pharmacie. Mais à sa grande surprise, il trouve un bateau rempli de clients qui attendent déjà de le fréquenter dès son tout premier jour et, les larmes aux yeux, les accueillent. Plus tard dans la nuit, Bruno rêve du même homme hagard enchaîné qui s'appelle Camus. Cette fois, il se souvient avoir été témoin de quelque chose de similaire à un exorcisme pratiqué par l'église pour le débarrasser de sa maladie mentale. Une fois cela terminé, Bruno s'approche de Camus, qui était autrefois salué comme un génie unique, et lui demande pourquoi il a gâché la bonne réputation qu'il s'était bâtie en tant que professionnel de la santé chevronné, simplement pour mener des expériences humaines grotesques comme s'il était Victor Frankenstein de Tému. Après une démonstration embarrassante de folie, Camus lui dit que c'est parce qu'il est soudainement devenu trop fasciné par la découverte du point de bascule de l'humanité. À ce moment-là du cauchemar, Bruno se réveille en sueur et confus. Quelques heures plus tard, pendant le petit déjeuner, Pharma remarque Bruno s'éloigner à table et lui demande si quelque chose le dérange. Pour éviter des inquiétudes inutiles, Bruno lui dit qu'il réfléchit juste à quelque chose et lui conseille de ne pas s'énerver. À ce moment-là, une lettre de Polly, le frère aîné de Pharma et Blanche, qui étudie actuellement dans l'une des meilleures facultés de médecine de l'Empire, arrive et Bruno la lit à sa famille. Il se lit aussi. D'après son contenu, il semble que Powell retarde sa visite à domicile parce qu'il doit terminer certains travaux universitaires restants. En entendant cela, la mignonne petite Blanche se fait péter le cerveau en essayant de se souvenir de l'université exacte que fréquente actuellement son grand frère. Heureusement, avant de s'évanouir à cause de son propre bégaiement, Latt se présente et lui dit le nom de l'université que fréquente Polly et Blanche rayonne immédiatement avec un adorable sourire. Après le petit déjeuner, Bruno appelle Pharma dans son bureau pour lui parler du salon d'1 mois qui débutera dans la capitale le mois suivant. Certes, l'événement en lui-même n'est pas si grave, mais comme des commerçants du monde entier se rassemblent dans leur ville pour faire du commerce, Bruno prévient qu'en tant que pharmacien, ils doivent faire attention à qui et à ce qui entre dans les murs de la capitale. Confuse, Pharma demande pourquoi son père est trop sérieux, et Bruno répond que c'est parce qu'une étrange épidémie a éclaté dans l'un de leurs états coloniaux et a déjà fait plus d'1 millier de morts. Choqué, la Pharma pose toutes les bonnes questions sur la nature de la maladie, mais pour l'instant, Bruno ne le sait même pas car l'équipe de recherche envoyée pour enquêter sur la maladie a perdu 2 de ses membres. Avec cela, Bruno dit à Pharma que certains commerçants pourraient apporter des marchandises contaminées dans la ville, et même dans leur ville qu'ils dirigent actuellement. Alors, pour éviter une épidémie, il leur conseille d'être prudents. À cela, Pharma demande s'il existe des échantillons qu'il peut examiner pour concocter un remède à cette maladie. Mais quand Bruno lui apprend que la plupart des échantillons ont déjà été brûlés, Petit Frère se rend compte que ce monde est véritablement cuit. Passant à autre chose, Pharma relit lui-même la lettre de Pal. Cependant, une fois qu'il apprend que certains des symptômes de la maladie incluent une nécrose et des extrémités noircies, il exhorte Bruno à demander à Pal d'envoyer dès que possible des copies des échantillons de micro-organismes prélevés dans son microscope. Le lendemain, Pharma rencontre Hélène à la pharmacie pour discuter de ce que Bruno lui a dit. Après avoir expliqué leur situation, il est sur le point de révéler son plan d'urgence lorsque Lotus l'interrompt soudainement avec une lettre de pigeon voyageur de Polly. En l'ouvrant, Pharma étudie le croquis et est immédiatement terrifié lorsqu'il réalise qu'il s'agit de la fameuse peste noire. Le temps étant compté,
il envoie immédiatement 2 de ses meilleurs employés, Adam et une autre fille, à Marseille, avec pour instruction de mettre en place une station de quarantaine et de traitement pour observer tout nouveau navire arrivant dans leur port de commerce. Ensuite, il rend visite à son père dans son bureau et lui présente ses résultats pour une analyse plus approfondie. Comme prévu, Bruno sait déjà que la peste est la peste noire, mais il ne suffit pas de le savoir, d'autant plus que les rongeurs et les puces peuvent facilement transmettre la maladie. Comprenant à quel point une telle maladie peut être dangereuse pour leur capitale, Pharma raconte à son père qu'il a déjà envoyé Adam à Marseille pour y installer des stations de quarantaine et qu'il a également formé quelques de ses étudiants à Helens, une méthode d'inspection efficace pour diagnostiquer la maladie beaucoup plus rapidement. Cependant, bien qu'impressionné par la vivacité d'esprit de Pharma, Bruno est toujours attristé car il n'y a toujours pas de remède contre la peste noire dans leur monde. À ce moment-là, Pharma arrive avec la plus grande pochette de Kobe et dit à son père qu'il a déjà synthétisé de la lévofloxacine, un antibiotique puissant et efficace contre la bactérie à l'origine de la peste noire. Bien qu'il soit toujours la seule personne au monde à pouvoir synthétiser le médicament, il dit à Bruno qu'il a déjà envoyé les doses nécessaires à ses pharmacies partenaires pour les emballer. À cela, l'humeur de Bruno s'améliore instantanément, mais Pharma l'avertit qu'ils doivent encore voir la reine pour obtenir sa permission. Alors, Bruno se dirige instantanément vers le palais. Là, ils expliquent la situation à Elisabeth et demandent son approbation pour installer des stations de quarantaine aux portes de la capitale, ainsi que pour inciter les habitants à exterminer les rats et les puces de leur maison et à faire bouillir leurs vêtements avant de les porter. Une fois qu'ils ont fini de s'expliquer, Elisabeth leur accorde toute la permission dont ils ont besoin. Dit à Bruno et Pharma qu'elle leur fait confiance pour empêcher la maladie de faire des ravages dans leur nation, puis s'en va. Quelques jours plus tard, Pharma crée le premier microscope composé de son monde et explique son mode de fonctionnement à Cédric. Suite à cela, il demande une mise à jour sur le déboursement du médicament contre la peste noire et Cédric lui assure qu'ils ont déjà fait tous les préparatifs nécessaires pour le distribuer gratuitement à ceux qui en ont besoin. Satisfait de sa réponse, Pharma met fin à sa rencontre avec Cédric, lui laissant la pharmacie entre les mains et prépare son prochain déplacement à Marseille. Pendant ce temps, Elisabeth convoque une réunion avec 2 de ses subordonnés pour faire le point sur tous les préparatifs du salon. Heureusement, les choses semblent se dérouler sans problème, puisque même Salomon et ses serviteurs du temple sacré ont également accepté d'aider à prévenir une épidémie dans la capitale, ce qu'Elisabeth apprécie. Plus tard dans la journée, alors que Pharma et Hélène quittent le bâtiment de la pharmacie pour Marseille, Pharma a froid aux yeux car il ne sait pas s'il est assez bon pour faire face à un véritable fléau. Alors qu'il réfléchit à ses insécurités, Hélène remarque sa nervosité et lui assure qu'il vaincra la peste noire. Quelques jours plus tard, Hélène et Pharma arrivent enfin au port de Marseille. Une fois installés, ils se mettent immédiatement au travail pour inspecter chaque navire arrivant au port afin d'empêcher la maladie de toucher terre. Cependant, avant d'approcher les navires ancrés au large, ils ont enfilé des combinaisons de protection contre les matières dangereuses et ont rencontré Adam et l'autre fille qui étaient également en costume pour examiner leurs rapports sur les navires. Après les avoir entendus, Pharma les exhorte à opérer avec la plus grande discrétion et à prendre les mesures appropriées si nécessaire, puis les renvoie pour commencer son inspection et celle d'Alan. Au cours des heures suivantes, Pharma monte sur le premier navire, s'excuse auprès du capitaine aérien pour le problème et parle au pharmacien à bord du navire pour voir son rapport sur l'équipage. Après cela, il descend sous le pont, observe l'état actuel des cabines du navire et des unités de stockage de marchandises et après des heures d'inspection minutieuse, il passe finalement le navire comme indemne de maladie. Une fois cela réglé, il monte dans un canot de sauvetage avec Allen et navigue vers le prochain navire qu'ils sont censés inspecter. Malheureusement, alors qu'ils se rapprochent du deuxième navire, son capitaine leur lance des tomates pourries, affirmant qu'ils perdent son temps à rechercher une maladie qui n'existe probablement pas et exigeant qu'ils le laissent accoster au port maritime à cet instant. Pendant que Pharma et Hélène réfléchissent tranquillement à ce qu'elles doivent en faire, le capitaine d'un autre navire se joint à la conversation. Et avant de s'en rendre compte, ils commencent tous les deux à pleurnicher et à se disputer comme ces ennuyeux enfants d'iPad. Après avoir enduré leurs lamentations pendant plusieurs minutes, Hélène en a assez de leurs bêtises. Cependant, alors qu'elle est sur le point de leur donner du sens, Jean arrive, commandant la tristement célèbre flotte écarlate de l'Empire, leur tire un boulet de canon et ordonne au reste des capitaines mécontents de laisser Pharma faire son travail. Peu de temps après, il invite Pharma et Hélène à bord de son bateau, plaisante avec elles et les remercie de toujours garder ses marins à l'abri du scorbut avec ses bonbons à la vitamine C. Après quelques bavardages supplémentaires, Pharma et Hélène terminent leur inspection de la journée et retournent à terre où elles rencontrent 2 autres professionnels de la santé et côtoient les mines. Malheureusement, quelques minutes seulement après le début de leur discussion, Adam fait soudainement irruption dans la pièce et dit à Pharma que plusieurs personnes dans un petit village de pêcheurs voisins sont mortes après avoir développé de fortes fièvres. Tandis que Pharma et Hélène tentent de comprendre ce qui s'est passé, Adam leur raconte qu'un navire, lassé des inspections au port de Marseille, a décidé d'entrer illégalement dans l'Empire
vampire par ce village, ignorant qu'il transportait la bactérie mortelle à ses côtés. À cela, Allen demande s'ils ont toujours accès aux idiots qui ont économisé. Mais quand Adam dit que non, Pharma s'enquiert de la situation actuelle dans le village, et Adam leur dit qu'il craint que la peste noire ait déjà touché Terre. En entendant cela, Pharma se rend compte que suffisamment de temps s'est déjà écoulé, alors il prépare son équipement de protection et sort de leur tente pour atteindre le village au plus vite. Allen essaie de l'empêcher de partir, affirmant que leur unité pourrait s'effondrer sans lui pour les guider, mais Pharma lui assure qu'ils se débrouilleront bien sans lui, active sa divine baguette Panakrabdos et s'envole vers le village. Quelques instants plus tard, lorsqu'il arrive au village, il trouve un groupe de personnes qui tentent de fuir le village pour éviter d'encourir la colère de l'esprit maléfique qui assassine actuellement les gens. L'agriculteur sait que le risque de contagion sera encore plus élevé s'il permet à ces pauvres gens de quitter le village. Il atterrit donc devant eux, couvert de la tête aux pieds d'un manteau entièrement blanc et les exhorte tous à retourner au village. Cependant, les gens désespérés ne lui prêtent pas attention, car beaucoup prétendent qu'il pourrait être l'esprit maléfique qui a maudit leur village, augmentant encore la tension dans l'air. Imperturbable, Pharma leur donne un nouvel avertissement pour qu'ils retournent dans leur village afin de réduire le risque de propagation de la maladie. Cependant, alors qu'il décide toujours de l'écouter, il enfonce sa baguette dans le sol et crée un énorme dôme de glace qui enferme le village dans la glace, le tout pour contenir la maladie. Après cela, il enlève ses déguisements, se présente comme un pharmacien royal et leur dit qu'il est venu avec des médicaments pour les sauver de la peste noire. Voyant cela, la population finit par se calmer et décide d'obéir aux instructions de la Pharma. Quelques instants plus tard, Pharma ouvre une carte du village et dit aux anciens qu'il va diviser le village en 3 grandes sections. Un pour les personnes gravement infectées, un autre pour les personnes légèrement infectées, et le dernier pour les personnes non infectées, le tout pour lui faciliter grandement le diagnostic et le traitement. Pendant ce temps, la flotte de Jean repère un navire suspect à bâbord, dérivant loin de toute route normale et totalement silencieux radio. À en juger par le timing et le symbole « Sauvons notre âme » sur leur drapeau, il se rend compte qu'il s'agit du navire renégat qu'il recherche et se rapproche pour mieux voir. Une fois qu'ils sont suffisamment proches, il demande à l'un de ses hommes de grimper sur les voiles pour avoir une vue dégagée sur le pont de l'autre navire. En quelques secondes, le gars hurle et dit à Jean et aux autres que chaque âme à bord de ce navire est morte. Cela envoie des vagues de peur brutes dans leur dos. Cependant, plutôt que d'envoyer quelqu'un pour vérifier et risquer de propager la maladie à son navire, Jean prend l'initiative de bombarder le navire et de l'envoyer dans les vestiaires de Davy Jones. Pour ce faire, il demande à ses hommes d'armer tous les canons de tout leur navire et d'attendre son commandement avant de tirer. Puis, une fois que les bombes sont prêtes, il se souvient de quelques paroles aimables que Pharma lui avait dites un jour « Traite les imbéciles du navire pour avoir ignoré la procédure et causé leur mort » et donne finalement l'ordre de tirer. Plus tard dans la soirée, après avoir soigné tout le monde dans la partie légèrement infectée du village, Pharma se déplace seul dans la partie gravement infectée du village pour s'occuper des patients mourants qui y sont stationnés. À son arrivée à la station de quarantaine, Pharma localise le service et trouve plus d'une douzaine de patients allongés sur des lits de fortune avec environ 5 personnes, chacune portant des masques de médecins de la peste qui veillent sur eux. Alors qu'il regarde sous le choc, l'un des médecins le repère et lui ordonne de rentrer chez lui, pensant qu'il n'est qu'un garçon au hasard. Mais heureusement, l'un d'eux se trouve être le subordonné de Salomon, alors il reconnaît Pharma, lui rend hommage et lui souhaite la bienvenue à bord. Suite à cela, Pharma obtient leur autorisation pour traiter les personnes infectées, puis leur demande à tous de se séparer et de préparer les patients à l'ingestion de médicaments d'urgence afin qu'ils puissent examiner l'état de chaque patient. Après cela, il active son œil divin, scanne tous les patients qui s'y trouvent et découvre qu'il n'a pas la peste et que 2 n'en ont pas. Suite à son diagnostic, la pharmacie décide d'utiliser la lévofloxacine pour traiter les patients infectés. Mais quant aux 2 autres, qui souffrent d'un simple rhume, il les renvoie chez eux avec les médicaments appropriés pour guérir leurs symptômes et continue d'administrer le médicament aux patients. À mi-chemin du traitement, il est fatigué et souhaiterait pouvoir accélérer le traitement afin de pouvoir repartir rapidement et traquer ces salauds voyous qui courent actuellement vers la capitale pour l'infecter. Heureusement pour lui, les autres médecins terminent leur travail plus tôt. Alors plutôt que de perdre plus de temps, il les envoie à la poursuite de ces salauds avec pour instruction précise de brûler leur cargaison une fois retrouvée et d'administrer des médicaments aux infectés, puis continue son travail. Plus tard dans la nuit, Allen et ses nouveaux collègues finissent d'inspecter un autre navire. Mais après les avoir éliminés, elle devient trop anxieuse quant à ce qui pourrait arriver si elle se trompe, d'autant plus qu'elle n'a pas de pouvoirs pharmaceutiques spéciaux. Un de ses collègues remarque sa nervosité et lui assure qu'elle réussit mieux à contenir l'infection que l'industrie pharmaceutique, ce qui laisse un petit sourire sur le visage d'Hélène. Pendant ce temps, Bruno convoque une femme de 60 ans nommée Casper, professeur de microbiologie à la retraite de la faculté de médecine, à son bureau pour une discussion d'urgence. Au début, la pauvre femme suppose que Bruno a l'intention de réduire son financement et de la laisser tranquille. Mais à sa grande surprise,
il lui assure qu'il souhaite discuter d'un sujet très urgent concernant la peste noire. Choqué, Casper bégaye en demandant ce que cela pourrait être. Mais pour éviter de trop expliquer, Bruno lui dit qu'il veut qu'elle extrait une substance médicinale d'un micro-organisme, puis lui donne une feuille de papier avec une explication détaillée sur la façon de cultiver et d'extraire le médicament. Après avoir tout lu, Casper dit à Bruno qu'elle a accidentellement sous-cultivé le micro-organisme exact dont ils ont besoin dans son laboratoire il y a bien longtemps. Choqué d'entendre cela, Bruno se précipite immédiatement dans son laboratoire pour vérifier. Après avoir confirmé qu'elle a effectivement cultivé l'organisme, il autorise un budget spécial pour elle et exige que chaque chercheur de cette école l'aide à produire et à extraire en masse. Mais alors qu'il s'apprête à partir, une dame fait irruption dans la pièce, munie d'un rapport de Marseille, et en informe Bruno. Pendant ce temps, Pharma termine d'administrer les médicaments à tous les patients et s'envole immédiatement vers la capitale après avoir donné quelques instructions supplémentaires aux pharmaciens du village. En chemin, il aperçoit de la fumée à l'horizon et atterrit immédiatement pour enquêter. Là, il aperçoit certains des médecins qu'il a envoyés en mission plus tôt, retenant les idiots voyous et brûlant leur cargaison. Il les rejoint donc pour interroger les canailles qu'ils ont arrêtés. Sans perdre de temps, Pharma leur annonce qu'ils ont été infectés par la peste noire et promet de les soigner s'ils peuvent lui dire combien de charrettes il y avait et ce qu'elles transportaient. Craignant pour leur vie, l'un des hommes retenus lui dit qu'il y avait 4 chariots au total, 2 chargés de produits tissés à la main, un d'épices et un d'animaux. En entendant cela, Pharma demande quel genre d'animaux se trouvaient dans le dernier chariot, et l'homme lui répond qu'il s'agissait d'étranges écureuils blancs du même état colonial où l'épidémie a commencé. À cela, Pharma est sous le choc et pose quelques questions supplémentaires pour confirmer ses soupçons. Après cela, il demande combien d'entre eux se dirigent vers la capitale, et l'homme répond qu'il y a 24 ouvriers et 5 chevaliers sacrés. En entendant cela, les autres médecins demandent à l'homme pourquoi les 5 chevaliers les escortent jusqu'à la capitale. Mais il répond que les chevaliers sont montés à bord du navire pendant le voyage, donc il ne le sait pas. Sur la base de tout ce qu'ils ont entendu jusqu'à présent, Pharma sent que quelque chose ne va pas, car le motif derrière cette attaque insensée n'a aucun sens. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'il a reçu toutes les informations dont il a besoin, il ordonne à ses médecins de soigner ces idiots atteints de leur maladie, de veiller à ce qu'ils brûlent toute leur cargaison et de les soumettre aux autorités compétentes, puis il s'en va. À peu près au même moment, Bruno informe Elisabeth de tout ce qu'il a appris du rapport de Pharma, y compris qu'une armée rebelle est en route vers la capitale au moment où il parle fait. N'ayant pas de temps à perdre, Elisabeth ordonne à ses hommes de renforcer la sécurité autour de leurs portes et d'installer des stations de quarantaine à proximité afin de pouvoir tester facilement ceux qui immigrent dans la ville. Le lendemain, Pierre reçoit un nouveau lot d'échantillons de crachats en provenance de la 6e porte de la capitale et examine l'un d'entre eux au microscope. Au moment où il repère la souche de la bactérie de la peste noire dans leur crachat, il envoie ses hommes à la 6e porte pour isoler ces personnes et commencer immédiatement le traitement. Mais malheureusement, avant d'y arriver, les 5 chevaliers sacrés pharmaceutiques ont découvert une brèche antérieure dans la porte et ont attaqué tout le monde. Dans la confusion, Pierre se précipite vers leur poste pour protéger les médicaments de la pharmacie. Mais peu de temps après, les 5 chevaliers libèrent les écureuils blancs, transportant l'agent pathogène de la mort noire dans la ville via un tourbillon. Peu de temps après, Pierre remarque les écureuils qui courent dans la ville et comprend immédiatement les plans de l'envahisseur. Pour limiter la propagation, il demande aux gardes royaux de tirer la sonnette d'alarme de la ville. Ainsi, tout le monde reste vigilant et court informer les autres de ce qui s'est passé, sans savoir que l'auteur, une silhouette sombre et masquée qui dégage des miasmes maléfiques, se détend dans un immeuble de grande hauteur de la capitale et regarde le chaos se dérouler. Pendant ce temps, une garde royale se précipite dans la salle du trône d'Elisabeth pour l'informer qu'elle est attaquée par les chevaliers sacrés d'une de leurs nations alliées. En entendant cela, Elisabeth recule sous le choc. Mais lorsqu'elle découvre qu'ils n'ont envoyé qu'environ 5 chevaliers sacrés, elle les sous-estime immédiatement et dit aux gardes de les éliminer. À ce moment-là, Bruno attire son attention, lui rappelle la crise actuelle à laquelle ils sont confrontés et lui conseille de traiter cette attaque apparemment minime comme un acte intentionnel de contagion. Faisant confiance à son jugement, Elisabeth essaie de comprendre pourquoi il les trahirait ainsi, d'autant plus que leur précédent monarque est décédé il n'y a pas si longtemps. Cependant, Bruno lui dit que le coupable doit être quelqu'un qui comprend exactement comment fonctionnent les maladies épidémiques comme la peste noire. Quelqu'un comme son vieil ami et ennemi juré, Camus. À peu près au même moment, les chevaliers sacrés affrontent les gardes royaux dans une bataille d'art divin et les submergent de leur magie du vent et de la glace. Heureusement, avant qu'ils n'achèvent les inutiles gardes royaux, Salomon apparaît dans sa perfusion sacrée aux côtés de ses subordonnés, enfonce son bâton dans le sol et déclenche un art divin appelé Fureur de la Terre qui dépouille les 5 chevaliers de leur pouvoir divin. Peu de temps après, une autre explosion se produit à proximité, provoquant encore plus de chaos. Lottie et Cédric, qui se trouvent à la station de quarantaine de Pierre, l'entendent et réalisent qu'elle se trouve à proximité de la pharmacie de Pharma.
Cependant, juste au moment où ils s'apprêtent à s'y rendre, Lottie aperçoit Pharma voler dans la capitale avec sa baguette et à l'aide sous le choc alors qu'il se dirige droit vers le clocher. À l'atterrissage, il scrute la ville pour évaluer l'ampleur de la propagation de l'infection. Mais ce faisant, il aperçoit des écureuils planeurs blancs qui courent au sommet des toits voisins et se rend compte qu'il s'apprête à faire un travail éreintant. Sachant cela, il saute sur sa baguette et s'envole plus profondément dans la ville où il aperçoit bientôt son père. Curieux, il atterrit, le rencontre et l'accompagne vers la 6e porte pour voir les gardes royaux. Là, il trouve les gardes en train de torturer et d'interroger l'un des envahisseurs, exigeant qu'ils divulguent leur objectif. Cependant, à leur grande surprise, l'envahisseur leur dit, tout en crachant du sang, qu'ils ne savent rien de la peste noire, car il faisait simplement ce que cet esprit maléfique leur a dit de faire. Il ne détruit donc pas toute leur ville. En entendant cela, Bruno s'avance, leur décrit la structure du visage de Camus, puis demande s'il s'agit de la même personne. Choqué, l'envahisseur lui dit qu'il a bien compris la description, puis meurt peu après en compagnie de ses autres collègues. Tandis que Salomon et les gardes royaux récupèrent les corps de l'envahisseur pour les enterrer, la sonnette d'alarme de la ville s'arrête brusquement et Lottie, pensant être tiré d'affaire, se précipite à la pharmacie pour vérifier. Quelques instants plus tard, alors que Pharma explique son prochain geste à son père, il ressent soudain un sentiment très inquiétant derrière lui et examine l'endroit avec son œil divin. Lorsqu'il aperçoit une silhouette sombre sur le bâtiment de sa pharmacie, il s'excuse et se précipite vers elle pour enquêter. Pendant ce temps, Bruno ordonne aux gardes de continuer à sonner l'alarme, déroutant Lot et Cédric qui se trouvent près de l'entrée de la pharmacie. Pensant que Pharma est déjà dans le bâtiment, étant donné les fenêtres ouvertes, Cédric laisse entrer Lot malgré l'alarme et le suit sous peu. Peu de temps après, Lot entre dans le laboratoire de Pharma, s'attendant à l'y trouver, mais à son grand désarroi, elle le trouve vide. Alors qu'elle s'apprête à fermer les fenêtres ouvertes, Cédric apparaît soudain derrière elle et s'effondre. Surpris, Lot se retourne pour voir ce qui s'est passé, seulement pour trouver Camus debout à l'entrée, tenant un poignard taché du sang de Cédric. À peu près au même moment, Pharma arrive à sa pharmacie et scrute le bâtiment de son œil divin. Lorsqu'il aperçoit Camus dans son laboratoire, il se précipite à l'étage avec son père et fait irruption dans le bâtiment. Là, il aperçoit Lot et Cédric allongés inconscients l'un à côté de l'autre et se précipite pour diagnostiquer leur état, tandis que Bruno reste en retrait et attaque Camus avec une balle de glace. Après avoir survécu à l'attaque, Camus, qui ressemble à un terrible projet d'Halloween, fait face à Bruno et laisse échapper certains de ses idéaux idiots, espérant qu'il finirait par en faire pousser une paire et le comprendre. Clairement, Bruno est un type bien, alors il continue d'attaquer Camus pour le tenir à distance, tandis que Pharma examine Lot et Cédric de son œil divin. Après 5 minutes d'examen constant, Pharma identifie un grand mélange de poisons logés à l'intérieur de leurs blessures et commence lentement à les éliminer chacun d'entre eux avec la capacité de sa main gauche. À ce moment précis, Camus soumet Bruno et prend l'un des pots empoisonnés de Pharma. Sans hésitation, il ouvre le pot, se lance dans un discours stupide sur la beauté de la collection de poisons de Pharma et en sort un petit tas de poudre de poison pour le tester sur ses nouvelles victimes. Refusant que cela se produise, Pharma élimine immédiatement le poison avec la capacité de sa main gauche et lui frappe le visage avec un coup de poing sacré au moment où Camus tente à nouveau de l'appâter avec rage. Ensuite, Camus jette les bouteilles de poison sur Pharma afin qu'elles puissent se briser et affecter son corps, mais Pharma les élimine avec la capacité de sa main gauche et continue d'écouter le jappement de Nimrod toute la journée jusqu'à dimanche. Lorsqu'il en a assez des jappements constants de l'idiot, Pharma renforce son poing droit avec un pouvoir divin, frappe Camus hors du bâtiment et le projette au sol avec un autre coup de poing sacré. Après cela, il poignarde Camus au ventre avec sa baguette sacrée et active une technique de purification qui non seulement massacre Camus, mais débarrasse également toute la capitale de l'infection en utilisant une lumière propre et purificatrice. Par la suite, Lot serre Pharma par derrière, les larmes aux yeux, et lui souhaite la bienvenue sur Terre. Après la mort de Kema, la vie dans la capitale est revenue à la normale et Pharma et son équipe ont pu soigner tous les malades à temps en produisant en masse de la lévofloxacine et en la distribuant à d'autres pharmacies. 2 mois plus tard, Casper retourne travailler à temps plein comme microbiologiste. Pharma fait réparer sa pharmacie et Elisabeth déclare officiellement les frontières de la capitale ouvertes pour le salon. Dans les jours qui suivent, Pharma rouvre sa pharmacie, retrouve Jean et Salomon et s'occupe de ses clients. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Selon vous, que se passera-t-il ensuite pour Pharma et sa pharmacie? Pensez-vous qu'ils pourront vraiment vivre une vie heureuse après cela, ou est-ce que d'autres ennemis se présenteront pour les combattre? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.